L'OM a perdu, mais la vie parlementaire continue. Et puis les partis, ils essayent d'exister. C'est pas évident actuellement. Est-ce que les Français ont la tête ailleurs ou est-ce que les Français ont décidé de les bouder? Eh bien, c'est avec Fabien Di Filippo que nous sommes aujourd'hui, qui est député LR de la Moselle. Bonjour Fabien Di Filippo. Bonjour. Déçu par l'OM? Un club français en finale d'une Coupe d'Europe, ça n'arrive pas si souvent, mais bon, il y en aura d'autres. Alors, vous êtes sérieux, vous n'avez pas pu regarder le match hier parce qu'il y a le travail à l'Assemblée nationale, c'est ce que je disais en introduction, notamment ce projet de loi pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Et vous vous êtes fait remarquer, si je puis m'exprimer ainsi, il y a quelques heures sur ce sujet. Vous avez accusé Marlène Schiappa sur ce sujet de faire passer sa conception libertaire des rapports sexuels, y compris entre mineurs et majeurs, avant la protection de nos enfants. Et en retour, elle a dénoncé votre misogynie crasse et votre ignorance profonde de ce qu'est la liberté des femmes. Qu'est-ce que vous reprochez au texte de Mme Schiappa, qui est la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme? Alors, par rapport à sa réaction, déjà, je pense que la seule chose de crasse qu'il y a eu dans ce texte, c'est qu'il n'était pas fidèle à l'idée de départ. Et la seule chose de crasse, c'est la naïveté et la lâcheté du gouvernement sur ce sujet. Concernant ma conception de la liberté de la femme, ce n'est pas qu'une fillette de 11 ans puisse être considérée comme consentante dans une relation sexuelle avec un adulte de 20, 30 ou 40 ans. Mais ce projet de loi ne dit pas ça. Sur ce sujet précisément. L'article 2, exactement. Au départ, il était prévu qu'on fixe dans la loi un âge minimum en dessous duquel un enfant ne peut pas être considéré comme consentant à un rapport sexuel. C'est-à-dire au-delà de 15 ans. Hein, voilà, c'est ça. Et en dessous de 15 ans, systématiquement, l'enfant est considéré comme ne pouvant pas donner son consentement. Et donc, c'est un viol. Et ça, c'était très important pour les familles, très important pour les victimes, très important pour les associations. Et ça suscitait l'unanimité sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, à tel point que même le gouvernement avait pris des engagements sur ce sujet. Le texte qui arrivait devant nous... Mais il y a un problème juridique, si je puis dire. Le Conseil d'État s'est exprimé sur ce texte et a dit « vous courez à l'inconstitutionnalité ». Vous ne pouvez pas le comprendre, ça? Qu'a dit exactement le Conseil d'État? Il a dit « il n'est nullement certain » que ce soit constitutionnellement possible. On est très loin de l'inconstitutionnalité. Quand on est législateur, c'est une présomption de non-consentement, en fait. Exactement. Hein. Et la présomption... Il faut prendre nos responsabilités en tant que législateur, et il n'y avait aucune certitude que ce soit inconstitutionnel. Je vous rappelle que dans les droits allemands, dans les droits autrichiens, dans les droits belges, dans les droits de beaucoup de pays très démocratiques, ça existe, avec ou sans consentement, qu'un adulte ait un rapport sexuel avec un enfant en dessous d'un certain âge est condamné pénalement. Et nous, républicains, souhaitons que ce soit condamné pénalement. L'article 2, quand même, renforce le dispositif par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Il renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, double à 10 ans d'emprisonnement la peine pour le délit d'atteinte sexuelle. Alors c'est ça qui est créé, avec pénétration. Voilà. Pour les cas où le viol, parce que c'est un peu compliqué, crime passible de 20 ans de réclusion, ne pourrait être constitué. Vous voyez bien, déjà un progrès, Monsieur Tréhard, c'est ridicule. On crée un délit d'atteinte sexuelle, un délit de pénétration sur des enfants. Non, ce n'est pas un délit de pénétration, c'est un viol. Hein. Et en fait, en l'occurrence, on dit qu'on tient compte de la vulnérabilité pour évaluer la passivité et la surprise et le consentement du mineur. Mais en tout état de cause, il faudra toujours prouver qu'il n'était pas consentant. Et ça, c'est inacceptable. Pourquoi, tout simplement, en bonne entente, tous autant que vous êtes, puisque vous étiez tous quand même pour durcir l'arsenal législatif, eh bien, vous n'êtes pas entendu pour dire, il faut réécrire cet article, et puis, voilà, quoi, c'est tout. Ça a été proposé, y compris par la gauche, par l'extrême gauche, par nous à droite. On a tout essayé de proposer à la ministre, et à ce moment-là, le gouvernement est resté ferme, sectaire, campé sur ses positions. Il y a du sectarisme, comme sur beaucoup de... Oui. Il y a de l'idéologie, il y a du sectarisme. Ça, c'est indéniable. Et on compte sur le Sénat, qui a une majorité républicaine, pour faire évoluer les choses, et on verra dans quel état d'esprit reviendra le gouvernement à ce moment-là. Je ne veux pas désespérer, parce qu'on est sur une question de sécurité de nos enfants, et sur ces sujets-là, on peut vraiment de l'extrême gauche à l'extrême droite tous se retrouver et œuvrer dans le même sens, mais il faut beaucoup plus de fermeté. Il a été adopté, cet article. Il a été adopté par la majorité En Marche, qui, comme tout le temps, a suivi l'avis du gouvernement. Oui, quand vous étiez au pouvoir, c'était pareil pour les Républicains. Je ne me suis jamais retrouvé au pouvoir jusqu'ici. Alors aujourd'hui, les ministres partent aux quatre coins de la France.
à la rencontre des Français. C'est quoi? C'est utile, ça? C'est de la com ou je sais pas, c'est efficace de faire ça? Ça ressemble à un nouvel épisode de Martine ou la vraie vie. Et nos amis les ministres vont découvrir la France. Il serait temps, ça fait quand même 1 an qu'ils sont au pouvoir. Mais plutôt que d'avoir 20 ministres qui viennent pour nous parler et nous asséner leur poncif lénifiant, j'aurais préféré au moins avoir un président qui écoute. Je préfère un président qui écoute que 20 ministres qui viennent parler. Non. Et à chaque fois qu'il a fait des émissions... Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Parce qu'il va quand même à la rencontre des Français, lui aussi. Il voyage chaque fois qu'il a fait une émission, à chaque fois qu'il allait rencontrer les gens, c'était pour dire « j'ai raison, vous devez me suivre et les choses se passeront bien ». Il fait de la pédagogie aussi. Ce que les Français n'acceptent pas, c'est que l'écart entre le discours du président de la République et de sa majorité et la réalité est en train de se creuser irrémédiablement. Il y a une fracture, là, à votre avis, entre les Français et l'exécutif? Oui, elle est en train de se creuser chaque jour, parce qu'en fait, sur chacun des sujets, on voit qu'il prend à rebrousse-poil différentes catégories et il se les aliène durablement en n'étant justement pas capable de faire preuve d'écoute. Et les ministres, les députés de la République En Marche, d'après vous, ne sont pas assez présents pour faire de la pédagogie, ne sont pas assez visibles? Si on envoie, quand on dispose de 350 députés et qu'on est obligé d'envoyer... Ce sont des godillots sur tous les sujets... Jusqu'à présent, il faut faire des exceptions. On ne va pas dire tout le monde, il ne faut jamais dire tout le monde. Mais globalement, ils ont eu un comportement très suiviste. Le pouvoir législatif aujourd'hui et le Parlement dans son ensemble sont affaiblis par le comportement de cette majorité qui ne prend pas ses responsabilités, y compris quand elle est d'accord avec nous et qu'elle pense qu'il faut aller dans une direction différente. En Moselle, vous voyez qu'il y a une rupture qui est en train de s'établir ? Oui, et alors bon, je viens d'un territoire qui n'est pas forcément à la base très favorable à Emmanuel Macron, mais même des gens qui l'ont soutenu au moment de l'élection présidentielle sur une promesse de renouveau, d'espoir et d'écoute justement et de transpartisanisme sont extrêmement déçus parce qu'ils voient quelqu'un d'arrogant, quelqu'un d'obtus et surtout ils voient une chose, Monsieur Tréhard, et ça c'est très important, ils voient que depuis 1 an, quels que soient les discours grandiloquents qu'on peut voir qui sont tenus et relayés par les médias, leur vie quotidienne s'est dégradée. C'est la hausse de la CSG, c'est la hausse des taxes sur le gasoil, c'est bientôt la vitesse à 80 km/h. Et pourtant, Fabien Di Filippo, quand on regarde les réformes économiques qui sont engagées, certaines qui sont adoptées, comme la réforme du droit du travail, ce sont des réformes qu'on aurait pu imaginer engagées par les Républicains. Mais pas de la même façon. Vous auriez pu les faire vôtres. C'est là que l'hypocrisie est terrible. Parce que quand j'entends parler parfois certains ministres ou le président, je me dis, ça peut correspondre à mes valeurs. Ils ont des discours très fermes, très volontaristes. Mais par contre, quand je vois, et c'est là que les Français sont dupés, quand déjà le texte, quelques semaines après, passe en Conseil des ministres, c'est plus exactement la même chose. Et quand elle arrive devant nous, souvent, il est vide et inopérant. Donc on a fait du tapage, on a fait beaucoup de bruit, on a montré les muscles, mais quand il faut passer aux actes derrière, et cette illustration sur les violences sexuelles est la plus terrible, et bien derrière, quand il faut passer aux actes, c'est très petit bras. Mais sur l'économie, par exemple, la réforme de la SNCF, vous approuvez ? Je fais partie des députés Les Républicains qui n'ont pas voté cette réforme. Pourquoi ? Parce que la SNCF est très endettée. Et dans cette réforme, et j'ai matraqué la ministre Elisabeth Borne de questions sur le sujet et je n'ai jamais obtenu de réponse pendant l'examen du texte. Que va devenir la dette ? On apprend après le vote du texte qu'elle sera reprise par le contribuable directement. Rien sur ce qui représente le principal coût pour l'État par rapport à la SNCF, sur le régime de retraite des cheminots. C'est un chèque de 3 milliards par an. Ça vient rien sur la qualité du service. Et je pose toujours la question, dites-moi en quoi cette réforme de la SNCF va améliorer la qualité des services. Et surtout, derrière une autre hypocrisie, les petites lignes sont encore plus transférées. La responsabilité en est confiée aux régions à qui on demande des économies sans précédent pour derrière pouvoir dire, quand on les fermera, regardez, c'est la faute des régions. La réforme de l'assurance chômage, la réforme de la formation professionnelle, la réforme de l'apprentissage ? Elles sont devant nous. Et j'ai de grands espoirs parce que dans mon territoire, toutes les entreprises aujourd'hui que je rencontre me disent « Monsieur le député, on a des problèmes de recrutement ». Alors, Fabien Di Filippo, néanmoins, vous dites qu'il y a une fracture, que l'espace se creuse entre le pouvoir exécutif et les Français. Et quand on regarde les sondages, vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Les sondages sont catastrophiques pour les Républicains, comme pour les autres partis d'ailleurs. Parce que dans les sondages, il y a toujours des bons sondages dont on parle moins. Vous avez vu celui de ce matin, publié dans le Figaro par le sondage réalisé par Odoxa. Sur l'approbation des leaders des différents partis. Les Français ont à 55% une mauvaise opinion de Laurent Wauquiez, qui est votre chef de parti. Laurent Wauquiez est président de mon parti depuis 5 mois. On a connu l'année dernière une défaite sans précédent, historique pour la droite. On n'était même pas au 2e tour de l'élection présidentielle. On a malgré tout réussi à sauver le plus grand groupe d'opposition au Parlement.
Vous êtes majoritaire au Sénat aussi, hein? On est majoritaire au Sénat, on l'était déjà, on a réussi à le conserver, à l'amplifier, ça veut dire déjà qu'il y avait un problème avec le gouvernement, mais surtout il a récupéré un parti dans un état très difficile, avec une partie des troupes qui nous avait quittés, un parti très endetté, un parti dont il fallait reconstruire le projet et une opposition qui doit redevenir audible et crédible. Mais moi je pose une seule question, et là je vais vous faire comprendre que le temps travaille pour nous. Quelle est la seule opposition crédible à long terme pour représenter une alternative forte c'est à vous de savoir. À Emmanuel Macron? C'est les Républicains, je vous aide. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qui représentent des programmes extrémistes, très douteux sur le plan économique notamment, ne peuvent pas constituer une alternative crédible. Et la volonté d'En Marche, ce serait d'être seul face à ces extrêmes. C'est le début. C'est le début et vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir des Républicains. C'est le début d'une grande aventure. C'est le début de la clarification de nos idées. C'est le début d'un moment où, avec Laurent Wauquiez, on ne va plus rien lâcher sur nos principes et sur ce qu'on dit aux Français. C'est le bon homme au bon endroit, Laurent Wauquiez? Oui, il a la stature, il l'a montré à plusieurs reprises, il a le niveau, comme on dit, et ça déjà c'est très important. Ouais. Ensuite, il faut qu'il soit connu et il faut qu'on puisse reconstruire un programme. Donc c'est un problème de notoriété aussi? C'est un problème et de notoriété et un problème de programme. Mais plus on le verra, plus on présentera nos propositions sur les différents sujets, plus il sera en situation de... Je vous donne un exemple. Votre discours n'est pas un peu radical, un peu caricatural, même certains disent ça, à droite? Non, il correspond aujourd'hui aux problèmes de la France et des Français. Nous, on a une seule ligne de conduite, être au plus près des Français et être au plus proche de leurs préoccupations. Et hier, moi et Laurent Wauquiez, on était, comme ça lui arrive très souvent, en déplacement dans ma circonscription à Vic-sur-Seille. C'est un petit village dans le Saulnois. Et on a visité un EHPAD. On a rencontré les personnels soignants et on a rencontré les résidents. Pas pour leur dire, on sait ce qu'il faut faire et on va changer votre vie, mais pour leur dire, parlez-nous de vos difficultés, pour qu'on les comprenne et pour qu'on puisse travailler et agir. Et ça, la majorité, c'est très important. Non, parce que la majorité, très technocratique, pilotée par la technocratie de Bercy, elle dit on a réfléchi, on a les solutions, on sait ce qu'il faut faire. Mais ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et c'est ça que les gens dénoncent. Et vous n'avez pas peur d'être assimilé finalement au Front National, que le discours soit le même? Non. Parce que sur tout un tas de sujets, les sujets économiques, sur l'immigration, quand ils disent immigration zéro, là où nous on dit la France doit pouvoir choisir qui elle accueille sur son sol et qui elle n'accueille pas, sur l'Europe où ils veulent sortir de l'Europe, sortir de l'euro. Vous parlez d'une même voix. Hier, il y a un député européen LR, Philippe Juvin, qui était très inquiet, qui disait notre parti est complètement divisé parce que finalement, si on regarde bien, Laurent Wauquiez n'est pas pro-européen. Aucun membre des Républicains n'a jamais tenu de propos europhobes. On a toujours dit la place de la France est dans l'Union européenne, mais à la différence d'Emmanuel Macron, on ne dit pas plus de fédéralisme, plus de ce qui aujourd'hui pose problème. Nous, on dit euro-réaliste. C'est-à-dire il y a des pays avec lesquels on veut avancer plus vite. Il faut réformer l'Union européenne pour qu'elle fasse des vraies choses concrètes pour les citoyens. Ça sera l'essence de notre programme. Nous ne sommes ni eurosceptiques comme les extrêmes, ni eurobéa ou eurofédéraliste comme En Marche. Nous sommes euro-réalistes. D'accord. Face à Trump et aux menaces de sanctions de Trump pour les entreprises françaises qui commercialiseraient avec l'Iran, quelle attitude vous avez, la même que celle d'Emmanuel Macron? Il faut trouver une solution? Ouais. Vous savez, la situation des entreprises françaises en Iran, c'est déjà la conséquence d'un échec diplomatique d'Emmanuel Macron qui nous a fait croire qu'il pouvait aller aux États-Unis et expliquer à Donald Trump ce qu'il allait faire. Le problème, c'est Trump ou Macron? Là, je ne comprends pas bien. Alors, face à l'Iran, Donald Trump parle aux électeurs américains et gère les intérêts des États-Unis. Et ça, il faut en avoir conscience. Et l'Iran, c'est pas Et donc pour lui, Emmanuel Macron, ça a été au mieux un faire-valoir. Mais Emmanuel Macron, en allant un peu ridiculiser la France quand même, en se faisant des papouilles avec Donald Trump, n'a absolument obtenu aucun résultat. Sur ce dossier, comme sur le plan climat auparavant, comme sur un certain nombre de sujets internationaux, il est au rendez-vous de l'image, avec un président jeune qui sourit et qui parle très bien anglais, mais il n'est pas au rendez-vous des résultats. Et ça, c'est dommageable pour la diplomatie française. Eh bien, on continue avec Jérémy Pontieux qui nous rejoint dans le studio et on continue à poser vos questions à Fabien Di Filippo, député LR de la Moselle. Bonjour. Bonjour Jérémy, pardon. J'ai un doute. Bonjour pardon. Fabien Di Filippo, Jérémy Pontieux. Bonjour Monsieur Di Filippo. Alors je vais revenir sur le sondage qui a été publié sur Le Figaro. Il y a effectivement ce chiffre, Laurent Wauquiez, qui ne recueille que 17% de jugements positifs. Il y a Génie des Alpes qui se dit tant que nos chefs de parti se contenteront de jouer en termes de positionnement droite ou gauche perçu et de créneaux à prendre sur sa taxe, ils n'auront rien apporté. Vous pensez également que jouer l'opposition, c'est une mauvaise méthode? En fait, pour résumer, être dans la posture, c'est pas ça qu'il faut faire?
On a fait sur chaque sujet des propositions très concrètes. Sur la loi Asile-Immigration, plus de 300 amendements. Sur la loi antiterroriste, plus de 80 amendements qu'on a défendus. Sur chaque sujet, on fait des propositions. J'ai voté certains textes, y compris moi, qui suis un opposant résolu à l'action du gouvernement, parce que dans mon territoire... Alors, j'avais voté la prolongation de l'état d'urgence. J'ai voté aussi la loi sur le secret des affaires et la protection des savoir-faire français. Il y a des textes comme ça, les ordonnances de la loi travail, qui n'allaient pas assez loin, mais que j'ai voté parce que j'estimais qu'au moins, ils ne créaient pas de problème où ils allaient dans le bon sens. Donc, on n'est pas dans la posture. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'avec les Républicains, avec Laurent Wauquiez, aujourd'hui, notre travail et notre grand travail, c'est de ne pas penser droite, gauche, extrême droite, on vous assimile au Front National, mais de dire on est proche des Français, tous les jours à leur contact et on vit avec eux et on comprend ces problèmes-là. Et c'est en faisant ça qu'on pourra derrière amener des solutions très concrètes. Sur la question de l'accrochage que vous aviez eu avec Marlène Schiappa, vous en avez eu un fin septembre aussi avec Aurore Berger. Il y avait Félicio qui se demandait... Pardon, Aurore Berger. Félicio se demandait si vous ne pensez pas que ces échanges qui sont après diffusés sur Internet participent à l'image d'un politique spectacle, un petit peu ce qu'on reproche des fois aussi à la politique. Vous savez, moi j'ai une conception de mon action parlementaire qui est de ne pas venir pour m'asseoir et écouter. Quand je viens dans un débat, c'est pour participer. Et mes idées, je les défends toujours avec force. Si ce gouvernement était capable plus de m'écouter, parce que je ne prétends pas avoir toujours raison, moi Fabien Di Filippo, mais on n'est pas un parti extrémiste, on propose des solutions raisonnables. Comment dire que j'ai dans 100% des cas tort? Ça, c'est pas possible. Donc quand il y a des discussions, elles sont très fortes. Et moi, j'y vais jusqu'au bout. Et personne ne peut me reprocher d'avoir un jour insulté un de mes collègues. Je suis très ferme sur les arguments et je les défends le plus fort possible. Nicolas Hulot lui dira cet été s'il restera au gouvernement et certains comme Blagapart se demandent pourquoi il est venu initialement là-bas puisqu'il avait une position intéressante de poil à gratter. Vous pensez que c'est impossible de tenir ses convictions si on rentre en gouvernement à un moment donné? C'est une bonne question. Je pense que comme beaucoup de Français, il a été quelque part manipulé par Emmanuel Macron qui lui a dit il faut prendre son risque. Aujourd'hui, on vit sur des chimères. Le plan de transition énergétique est complètement irréaliste. On n'a pas le temps ici d'aller dans le détail, mais les engagements d'ici 2050 sont intenables. Il commence à s'en rendre compte. Il commence à voir que toutes ces utopies ne peuvent pas être appliquées. Il y a autant sa place que beaucoup d'autres. Mais le problème, ce n'est pas celui des hommes pour moi. Parce que je n'ai rien contre Nicolas Hulot personnellement, mais c'est celui de le réalisme de ses propositions, que ce soit sur les produits phytosanitaires, que ce soit sur la transition énergétique, où je pense que lui aussi, il est un peu déconnecté des réalités. Et à ce titre, il a pleinement sa place dans le gouvernement. La ministre des Transports, elle, a annoncé une enveloppe d'1 milliard d'euros pour moderniser et rénover les routes. Est-ce que ça va impacter le département de la Moselle, dont vous êtes le député? On verra, j'espère, parce que beaucoup de routes, vous savez, qui posent chez moi, quelques difficultés. Je suis le député d'une grande circonscription de 261 communes où les enfants, parfois le matin, font 2 heures, dans la journée, tout compris, font 2 heures de bus pour aller à l'école. Ils passent plus de temps hors de leur foyer qu'un ouvrier ou qu'un employé. Donc, le sujet des routes, chez nous, il est très épineux. Alors, si c'est pour réduire continuellement la vitesse, ce n'est pas la peine. Par contre, il y a des routes qui sont dangereuses, non pas de par leur courbe, parce qu'elles sont étudiées pour aller jusqu'à 100 km/h, et cette mesure à 80 km/h est une ineptie complète, mais parce que leur état aujourd'hui n'est plus satisfaisant, et au fur et à mesure qu'on a privé les collectivités de certains moyens, c'est l'entretien des routes qui en a pris un coup. Et vous pensez, comme Vanille Chocolat, que c'est trop peu, 1 milliard d'euros, alloué en une enveloppe d'1 milliard d'euros supplémentaire pour restaurer le réseau routier? Si vous le rapportez au kilométrage total des routes en France, on se rend compte qu'effectivement, l'enveloppe n'est pas si importante. Il faudra bien choisir les endroits où les réalisations seront faites. Oui, Dernière question. Alors, le comité d'éthique alerte plus sur la ghettoisation des personnes âgées dans les EHPAD. Ce matin, Laurent Wauquiez était à Moselle pour en parler. Quelles seraient vos solutions, peut-être, si vous en aviez, pour améliorer la situation? Apparemment, c'était hier. C'était dans ma circonscription, dans la très belle commune de Vic-sur-Seille. Et des échanges vraiment très forts avec les soignants et les résidents, beaucoup d'authenticité, le malaise est très profond. Vous avez 4 personnes le matin pour lever 68 personnes. Chaque personnel a, en fonction des EHPAD, entre 13 et 16 personnes. Elle commence à lever les personnes âgées à 6h30. Elles finissent à 11h45, un quart d'heure avant le déjeuner. Une 5e branche de la sécurité sociale. On n'échappera pas à la question du financement. Mais moi, je dis que la politique, ce n'est pas une question de en même temps. La politique, c'est une question de choix. Emmanuel Macron a fait le choix d'augmenter certaines dépenses, notamment l'aide médicale d'État qui est destinée exclusivement aux clandestins, plus 13%, 115 millions d'euros, pendant que dans le budget, il n'y avait que plus 100 millions d'euros sur les EHPAD. Ce n'est pas compréhensible. De la sécurité sociale. Je ne sais pas si à ce stade, il faut créer cette... C'est une idée qu'il faut creuser. Mais quel financement, quel prélèvement, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis totalement opposé à l'idée d'impôts nouveaux. Je pense que la France doit être capable de se réformer et de faire des économies, notamment sur le fonctionnement, non pas toujours des collectivités, mais de l'État central. Et c'est de là que viendront les marges de manœuvre.
Voilà, c'était Fabien Di Filippo qui répondait à vos questions, chers internautes, et qui est passé dans le Figaro ce matin. On l'en remercie. Merci de vous être prêté à l'exercice. Et puis merci à Jérémy Pontieux de s'être fait le médiateur de vos questions. Et à demain, si vous le voulez bien.